Bonjour et bienvenue. Si vous souhaitez savoir comment créer et gérer un portefeuille comme un professionnel, eh bien, bienvenue, vous êtes sur la bonne vidéo puisque vous allez voir, j'ai eu le plaisir donc de recevoir un ami à moi qui a géré plus de 260 millions d'euros au sein d'une grande banque française et qui va nous expliquer comment, dans le cadre de sa profession, il créait, il gérait, il diversifiait un portefeuille et on va voir ça donc dans cette vidéo. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en trading et avec les options en particulier. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options et j'ai développé, grâce à du backtesting et ma profession, tout un ensemble d'outils que je vous propose de découvrir. J'ai backtesté des centaines de stratégies qui sont aujourd'hui connectées au marché et donc testées et validées par le marché lui-même et renvoient des rendements réguliers sur le marché. Vous recevrez ainsi des fiches totalement détaillées directement dans votre boîte email et vous pourrez même backtester vos propres stratégies. Donc dans cette vidéo, j'ai donc eu la chance de recevoir un ami qui, donc, comme je vous le disais, gérait plus de 260 millions d'euros dans le cadre de sa profession au sein d'un grand organisme financier français. Et je lui ai posé un certain nombre de questions, de sorte à savoir comment, dans le cadre de son activité, eh bien, il construisait un portefeuille, comment est-ce qu'il le diversifiait, comment lorsque ça se passait mal, comment est-ce qu'il venait rectifier et hedger son portefeuille de sorte à le rééquilibrer, comment utiliser la volatilité, comment utiliser les différents produits qui étaient à sa disposition. Et ainsi, ça va nous permettre à nous, en tant que traders particuliers, eh bien, de savoir d'une part comment les professionnels travaillent et donc évidemment essayer de le mettre à notre profit et donc d'utiliser et de mimer la manière dont les professionnels ont de fonctionner et de créer des portefeuilles sur les marchés financiers. Bonjour Sébastien. Donc voilà, on se connaît déjà depuis longtemps, hein, je suis vraiment ravi de t'accueillir et un grand merci d'avoir accepté de venir témoigner et de nous expliquer un petit peu quel était ton métier et ce que tu faisais dans le cadre de l'activité qui était la tienne et que je vais d'ailleurs te laisser présenter. Voilà, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours en quelques mots? Alors, merci Patrick. Alors, effectivement, comme tu le soulignais, on se connaît depuis plusieurs années maintenant, plus d'une dizaine d'années. Et donc, je m'appelle Sébastien et moi, j'ai travaillé plus de 15 ans dans la finance et principalement comme gestionnaire de portefeuille au sein d'une grande banque privée. Et donc, mon parcours m'a conduit à évoluer sur plusieurs tables de gestion qui étaient faire de la multigestion, donc de la gestion à partir de fonds ou de hedge funds, des actions européennes, mais aussi des produits dérivés. Et donc, cette diversité d'expériences m'a permis de développer une approche globale des marchés qui allie à la fois une vision stratégique, de l'analyse financière et une maîtrise des outils de gestion du risque. Ok, et quel était le montant justement de ce portefeuille dont tu avais la gestion et de ce portefeuille, quels étaient les objectifs à la fois de diversification et de rendement que tu avais? Alors, effectivement, j'étais ingénieur professionnel et je gérais jusqu'à 260 millions d'euros, donc Ah sur oui, quand SPT, même. qui couvrait une centaine de portefeuilles avec différents types de profils clients qui étaient répartis sur différents types de mandats qui allaient de ce qu'on appelle des mandats équilibre à des mandats dynamiques et qui pouvaient utiliser différents types d'outils à l'intérieur et je gérais aussi des OPCVM. Et donc, là, selon le type de mandat et donc les clients que j'avais, je faisais de la gestion à partir de fonds, de SICAV, d'ETF ou avec des titres en direct, des actions, des obligations et avec parfois aussi des outils des produits dérivés comme les options, les futurs ou des produits structurés. Et tout ça dans un cadre défini par les mandats avec les clients. Donc, les objectifs étaient toujours doubles, délivrer une performance ajustée au profil de risque du client et assurer une diversification adaptée, géographique, sectorielle ou par classe d'actifs, tout en respectant les contraintes strictes en matière de volatilité et de ratio de risque des portefeuilles. Très bien. Alors, vu le montant que tu nous as expliqué, est-ce que la diversification, ben voilà, comment est-ce que tu opérais la diversification? Est-ce que tu avais des diversifications sur du secteur, sur différents actifs, sur des zones géographiques? Comment est-ce que ça se passait exactement? Alors, effectivement, on utilise toujours la diversification, mais je vais parler du point de vue de, de
du service qu'on proposait aux clients. Effectivement, quand on a un client, il nous demande, donc il nous alloue des actifs, qui nous demande de gérer dans un certain contexte, à la fois avec une recherche de performance et un contexte de risque. Et donc, dans le contexte de risque, un des outils principaux, c'est la diversification, de gérer un portefeuille à partir d'actifs différents pour justement que cette diversification réduise la volatilité globalement du portefeuille. Et pour réduire cette volatilité, tu peux utiliser différents actifs qui sont décorrélés, comme par exemple des actions avec des obligations qui n'ont pas du tout le même fonctionnement dans un environnement de marché, mais tu peux ajouter à cela aussi des actifs comme des produits structurés, des options ou des futurs qui peuvent être aussi un actif de diversification qui permet de réduire ta volatilité. Et puis ensuite, à l'intérieur même d'une classe d'actifs, comme les actions ou comme les obligations, tu peux diversifier sectoriellement ton allocation pour encore plus réduire ton risque et la volatilité globale de ton portefeuille. Donc, la gestion du risque se faisait par la diversification à l'intérieur des portefeuilles. Ok. Et sur cette diversification, est-ce que c'était quelque chose dont tu avais la main totalement ou est-ce que véritablement tu avais des directives qui t'étaient données par tes supérieurs ou par les cadres de la banque pour lequel tu travaillais? Alors non, on avait une liberté d'autonomie. Là où on s'appuyait, par contre, c'était beaucoup sur de la recherche interne, effectivement, sur un cadre macroéconomique, euh, un cadre sectoriel, et après l'accès directement à des analystes financiers pour les valeurs, que ce soit du côté obligataire ou du côté actif, du côté action. Donc, pour résumer rapidement, en fait, ce que tu viens de nous dire, donc en termes de diversification et de gestion du risque, donc il y avait de la diversification aussi bien géographique qu'au niveau des produits qui étaient utilisés et également en termes de corrélation, décorrélation des actifs les uns par rapport aux autres et j'imagine également des corrélations et corrélations en fonction des zones géographiques également. Ah, c'est ça, exactement. Tout à OK. fait. Et si tu veux, c'était vraiment une approche top-down, donc c'est-à-dire que tu regardes d'abord le type d'actifs que tu veux travailler, parce que les actifs n'ont pas la même corrélation entre eux. Ensuite, à l'intérieur de classes d'actifs, tu disparaissais en zone géographique et zone sectorielle pour rajouter de la diversification et de la décorrélation entre les actifs. Et donc, contrôler globalement le risque de ton portefeuille. OK. Et toujours pour rester justement dans la notion de diversification dont on parle, je suppose également qu'il y avait euh, euh, différents horizons de temps, du court terme, moyen terme, long terme. Ah, tout à fait. Et alors, le cœur de l'activité, c'est l'investissement long terme. Donc, ça se base sur une analyse macroéconomique et une compréhension de l'entreprise dans laquelle tu investis. Donc, de Juste, l'analyse. je te coupe, Oui. juste, je te coupe pour la clarification de ce que tu vas nous expliquer tout à l'heure. Quand tu parles long terme, c'est quoi le long terme pour Ah, pardon. quelqu'un dans le cadre de ton activité? Ah, très bien. Long terme, c'est du 3 à 5 ans. Ok, Donc, c'est-à-dire que quand tu fais un investissement, tu vas étudier le fond d'une entreprise, donc son business model, ça peut être Renault ou LVMH, tu vois, n'importe quelle structure. Donc, tu vas comprendre déjà son business model, le contexte dans lequel elle évolue, donc son secteur, le secteur industriel, les grandes tendances du secteur industriel. Est-ce que c'est un secteur en croissance mondialement, puisqu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises travaillent sur la planète entière. Donc la question, c'est sectoriellement, qu'est-ce qui se fait? Quelles sont les recherches et développements? Qui est en avance, qui est en retard? Qui a la maîtrise de sa structure de coûts? Et ainsi de suite. Et donc, qui est capable de développer du revenu et donc du retour sur investissement à moyen, long terme, 3 à 5 ans, avec une stratégie bien définie. Donc, généralement, tu vois les analystes financiers, tu vois même soit le patron de l'entreprise, soit le directeur financier, et tu peux avoir des échanges très clairs sur la stratégie mise en place, puisque tu les vois tous les trimestres, sur la stratégie mise en place et les résultats qui sont conduits. Donc ça, c'est le fond du portefeuille. Construire par rapport à un modèle économique, donc compréhension de l'environnement économique, compréhension du secteur industriel, et à l'intérieur du secteur industriel, comprendre ce que fait l'entreprise et où est-ce qu'elle est située par rapport à ses pairs. Ça, c'est l'investissement principal. Après, tu as plus de l'investissement moyen terme, c'est-à-dire que bon, on étudie beaucoup d'entreprises, et donc chaque entreprise, tu la valorises avec différents outils pour te dire, bah voilà, si je devais acheter cette entreprise aujourd'hui, elle devrait valoir ce prix-là. Et si tu vois une décote sur le marché par rapport au prix que tu penses qu'elle devrait ajouter, bah là, tu as une opportunité à moyen terme. Tu penses que là, il y a une incohérence de marché, là, tu en profites, tu rentres dedans. Donc ça va être plus des opérations tactiques de moyen terme, par exemple. Et puis après, tu as du très court terme, où là, ça va être
Et quand je te dis du moyen terme, tu vois, c'est du 1 an, 6 mois, tu vois, des choses comme ça qui sont beaucoup plus courtes parce que là, tu vois qu'il y a une opportunité de marché due à un facteur exogène. Ou d'un seul coup, tu vois, on a eu des cas, j'ai pas des terres en tête, mais d'un seul coup, tu as une valeur qui perd 5, 6%, 7% dans une journée. Tu te dis, est-ce que là, d'un seul coup, si tu avais toi pricé dans ton modèle un prix plus élevé, qui est, qui te permettrait de regagner ou qui était au-dessus de ces valeurs-là, tu peux te poser la question du scénario, te dire est-ce que le marché qui surréagit par rapport à une nouvelle, est-ce que ça met en danger le fond du modèle économique? Si oui, bah, tu vas attendre encore que la correction s'accentue. Sinon, bah, tu peux peut-être trouver une opportunité. Donc, c'est plutôt ça le moyen terme. Et le court terme, bah, là, c'est pratiquement, là, c'est plus à court terme des incidents de marché, ou plutôt c'est le marché systématiquement qui réagit d'une manière exagérée par rapport à un phénomène et que tu vas travailler à travers des outils dérivés parce que tu vas avoir une exposition extrêmement rapide à un sens ou à un autre sens du marché. Ok. Et quand tu parles de court terme, là, du coup, tu es à quel horizon de temps? Ah, tu es sur une semaine, 15 jours, maximum un mois. D'accord. Et là, quand justement tu faisais des opérations de, on va dire entre guillemets, peut-être que le terme n'est pas bien choisi, mais de rééquilibrage, on dira, par rapport à cette réaction soit exagérée du marché, la réaction en court terme, qu'est-ce que tu avais tendance à faire? C'est-à-dire qu'en fait, tu avais tendance à utiliser des produits qui allaient te permettre en fait de hedger et de compenser le risque que tu encourais actuellement sur tes positions plus long terme. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Exactement. Alors là, typiquement l'outil le plus rapide que tu as sur les marchés pour te couvrir d'un risque, ou pour ce qu'on pourrait dire, faire quelque chose que tu mets en avant, le delta de ton portefeuille. C'est-à-dire la sensibilité de ton portefeuille à un mouvement de marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc, l'outil idéal pour faire évoluer ton delta sans changer la structure interne de ton portefeuille, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de vendre tes actions Renault, LVMH ou ainsi de suite, tu te mets sur un futur de marché qui représente un indice, et là, tu peux choisir, la façon dont tu vas utiliser ce futur, tu peux soit augmenter le delta global de ton portefeuille et donc sa sensibilité à la hausse du marché, ou te protéger d'une baisse du marché en réduisant le delta de ton portefeuille. Donc ça, c'est des outils très rapides parce qu'effectivement, en 15 secondes, tu peux avoir réduit ton exposition de ton portefeuille de 10, 20, 30, 40%, suivant le contexte de marché dans lequel tu évolues en fait. Ok. Donc effectivement, le delta, c'est un des critères, on dira, qui, d'une certaine manière, voilà, c'est un peu la boussole en fait de la gestion d'un portefeuille, le delta, c'est ça? Bah, tu as plusieurs choses. Tu as plusieurs critères dans ta gestion d'un portefeuille. Bon, tu as déjà ta sensibilité au marché. Donc, effectivement, fondamentalement, est-ce que tu es plutôt confiant sur une tendance haussière du marché ou une tendance baissière? Donc, si tu es sur une tendance haussière du marché et que tu penses que ça peut continuer, tu vas plutôt avoir un delta qui va se rapprocher de 1. Parce que dans le cadre d'un mandat de gestion, aujourd'hui, dans le contexte actuel, si tu es client, les banques sont. Donc, l'activité bancaire de gestion de portefeuille est très encadrée. Et donc, aujourd'hui, dans la majorité des cas, l'autorité de marché ne t'autorise à avoir des deltas de portefeuille qui soient proches max 1, voire un petit peu plus que 1 par rapport au marché, mais jamais au-delà. Ce qui est très différent par exemple, de ce que tu fais quand on est à titre individuel et qu'on a, par exemple, des outils comme l'accès aux options ou même à des futurs à travers différentes plateformes. Bah là, tu peux avoir la liberté d'avoir un delta beaucoup plus élevé par rapport au marché dans ton portefeuille, par exemple. Alors, tu nous as dit que dans le cadre justement de la gestion du portefeuille, pour justement compenser, on va dire, les réactions du marché, tu utilisais les futurs. Est-ce que tu utilisais les options? Et si oui, comment est-ce que tu les utilisais? Alors, effectivement, je vais encore, pardon, faire du contextuel. Donc, oui, j'ai utilisé les options dans un contexte particulier, parce qu'effectivement, dans une activité de gestion de portefeuille pour une banque française, et dans le contexte de l'autorité des marchés financiers, donc un cadre réglementaire très contrôlé, tu as des contraintes. Donc, toujours, tu dois être en accord avec ce que ton client te propose ou te demande. Donc, c'est-à-dire une contrainte de performance et une contrainte de risque, mais principalement de risque, parce que la performance, bien sûr, tu peux jamais savoir où vont aller marcher, donc tu fais au mieux pour reproduire une performance. Mais surtout, ta contrôle de risque, là, par contre, est important, puisque effectivement, c'est le cas dans lequel tu travailles. Si ton client ne t'autorise pas à utiliser des produits dérivés comme les futurs et les options, tu ne peux pas les utiliser. Donc, tu dois utiliser ce qu'on avait dit tout au début, la diversification à travers les actifs, les sous-jacents et ainsi de suite. En revanche, si un client te permet d'avoir accès à des produits dérivés, là, effectivement, tu peux utiliser les produits dérivés. Le futur, je t'expliquais que c'était donc le produit dérivé
le plus rapide pour faire évoluer ton delta. Mais effectivement, il y a d'autres choses sur lesquelles tu peux évoluer, comme tu parlais des options, tu vois, le gamma de ton portefeuille et des choses comme ça, qui sont d'autres choses à travailler. Mais ça, tu vas avoir un mandat spécifique. Donc effectivement, dans un mandat spécifique où tu peux mettre du produit dérivé, comme les options, tu peux utiliser ça. Donc on avait certains produits, certains portefeuilles même, qui étaient autorisés à avoir des produits dérivés pratiquement dans tout le portefeuille à travers des produits structurés. On avait des portefeuilles construits 100% sur des produits structurés. En synthétique, un produit structuré, c'est que tu adosses une obligation avec des options pour représenter un certain scénario fondamentalement. Donc, Ok. effectivement, c'est aussi utilisé. Et après, tu peux avoir encore d'autres techniques, puisque ça, c'était d'autres techniques qui ont été mises en place. C'est ce qu'on appelle parce que toujours, tu ne travailles pas dans une banque fondamentalement pour des clients privés. Après, tu peux avoir le travail pour les comptes propres de la banque, ce qui est autre chose. Mais ça va toujours être dans un cadre très délimité. Mais pour des clients, donc tu as un cadre, toujours le cadre dans lequel tu dois respecter. Tu peux utiliser des options, mais en t'appuyant sur un portefeuille de titres. C'est-à-dire, si tu as des actions ou tu n'as pas des actions, et encore enfin, on en revient à l'analyse financière de départ, c'est-à-dire je valorise Renault à je sais pas combien elle est aujourd'hui, Renault. Société Je ne vais pas Générale. te dire non plus. Société Générale, par exemple, tu vois, aujourd'hui, je crois qu'elle était à plus de 55 euros là, parce qu'ils sont sortis des résas. Donc, ils font 100% cette année. Tu es en début d'année, tu as entendu le discours du nouveau président. Bon, tu sais pas trop, t'en prends un peu, tu vois. Et tu te dis, bon, bah, au vu de ce qu'il dit, bah, je suis prêt à vendre la Société Générale à 40 à 3 mois. Donc, j'ai des titres Société Générale en portefeuille. Je ne sais pas si ça va atteindre 40 euros dans 3 mois. Par contre, si ça l'atteint, je suis prêt à le vendre. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas vendre un call 40 à 3 mois. C'est-à-dire que tu es prêt à vendre, à libérer tes actions à ce prix-là dans 3 mois. Si le scénario ne s'est pas fait, tu as encaissé la prime et tu as toujours tes actions, tu vois, et tu as quelque part rentabilisé tes actions et puis tu te laisses porter par le marché. Et si ça atteint ton objectif, bah, tu lâches l'action et puis tu es content de ce que tu as fait en 3 mois, si tu l'avais acheté à 30. Et inversement, tu peux faire la même chose avec un put. C'est-à-dire que tu es prêt à te retrouver à être acheteur d'une valeur si elle atteint un certain prix. C'est-à-dire tu vois une protection prenons à nouveau la Société Générale, tu vois, elle était à 40 en début d'année, mais je crois qu'elle était même beaucoup plus bas que ça, il me semble. Euh, Tu es prêt à l'acheter à 30 dans 3 mois. Bah, si elle venait à tomber à 30, hop, tu la récupères à 30 parce que tu penses que le scénario est qu'elle va se reconstruire. Donc tu l'utilisais toujours avec un sous-jacent. L'idée, c'était d'aller chercher le titre. C'était pas juste travailler juste avec le produit dérivé pur. Ok. Dans la mesure où justement on parle, ben, à la fois tu as parlé donc du covered call et également du cash put secure. Ouais, Hein, exactement. c'est donc les deux stratégies dont tu viens de parler. Euh, Ça, ces stratégies-là, est-ce que lorsque, par exemple, dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, tu devais acquérir des titres, euh, c'est toi qui définissais, par exemple, les titres que tu voulais acheter, par exemple, hein, pour rester toujours sur Renault ou sur Société Générale. Est-ce que du coup, tu les achetais, les titres directement, ou est-ce que tu te disais, ben, plutôt que de les acheter, je vais plutôt prendre un put secure catch, c'est-à-dire qu'en fait, si effectivement, ben, le cours de Renault finalement vient un petit peu en deçà du prix actuel qu'il cote actuellement, ben, du coup, je vais pouvoir acquérir les titres à un prix inférieur de celui qu'il cote actuellement. Et si jamais je suis pas touché, là, le risque étant que si tu n'es pas touché, ben évidemment, tu n'es pas pris par le marché, donc du coup, tu ne détiens pas les titres, contrairement à ce qui aurait pu être l'objectif de la gestion du portefeuille, mais tu auras en tout cas encaissé la prime. Est-ce que Exactement. c'était dans ce cadre-là, justement, que tu faisais ça, ou est-ce que tu le fais pour, je dirais, amener de la rentabilité supplémentaire dans le portefeuille? Quel était véritablement l'objectif quand tu faisais ça, en fait? Eh bien, si tu veux, c'est exactement les deux exemples que tu viens de donner. C'est-à-dire que dans les deux scénarios, tu es gagnant. Donc, tu as ton analyse financière qui te dit cette valeur-là, elle vaut tel prix aujourd'hui. À nouveau, Société Générale, je pense que ça vaut par rapport à tout ce qui délivre et ainsi de suite, projet du management. Je la valorise à temps à 40. Mais je suis prêt à prendre un accident de marché et je suis prêt à l'acheter à 30. Donc, effectivement, tu vas vendre un maximum de put parce que tu es prêt à acheter un certain nombre de Sociétés Générales à ce prix-là. Le scénario se passe. Bah, tu achètes les titres. Donc, effectivement, parce que tu as un portefeuille quand même de plusieurs millions, tu peux te permettre d'acheter plusieurs milliers de titres aussi. Tu vois, très facilement. C'est pas n'importe qui peut le faire non plus.
Donc, tu as acheté tes titres, et si ton scénario n'a pas changé, et à 3 mois, généralement, enfin, bon, normalement, si tu as fait une analyse financière approfondie, tu dois avoir quand même quelques clés pour te dire que ton scénario est plutôt valide sur la valorisation à 40 et que le 30 est un incident de marché. Donc, soit tu prends tes titres à 30 et tu te dis, bah voilà, j'ai acheté à très bon prix, sous-coté, et donc à un moment donné, le marché va revenir sur la valeur parce qu'elle est sous-cotée et qu'il y a une décote anormale. Ou alors, et donc tu es gagnant, puisque ton pari est en place et tu es très bien positionné, puisque 30 euros, 40 euros, tu vois, tu es à 30, C'est 40, 30%, ouais. ouais, 40% de gain. Et puis si ce n'est pas le cas, bah, tu as encaissé une prime gratuitement. Donc tu as amélioré la rentabilité de ton portefeuille de toute façon. Donc effectivement, c'est toutes des stratégies complémentaires pour accroître ta rentabilité de toute façon. Mhm. Mais cela veut dire que en sous-jacent, il y a un scénario. Tu ne vas pas comme ça sans avoir réfléchi en fait. OK. Euh, pour revenir à ce dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé de la gestion du risque, hein, Ouais. et tu nous as expliqué un certain nombre d'opérations que tu mettais en place pour justement gérer le risque. Donc, il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, mais qui est quand même étroitement lié au risque, c'est la volatilité. Oui, tout à Est-ce fait. que, voilà, sur de la volatilité qui peut également être à la hausse, même si elle est souvent beaucoup plus exagérée quand les marchés vont à la baisse que quand ils vont à la hausse, est-ce que tu fais véritablement une distinction en termes de gestion et en termes d'intervention sur ton portefeuille selon que tu considères qu'il y a un risque à gérer ou un excès de volatilité? Est-ce que du coup tu distingues bien l'un et l'autre ou les deux sont véritablement liés et il n'y a aucune distinction à faire entre l'un et l'autre? En termes de gestion de portefeuille, évidemment. Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes qu'il faut lier. Tu as le principe même tu es dans une crise. 2007-2008, ta volatilité, elle monte. Et là, c'est un environnement où tu changes de régime de volatilité. Comme on dit, on parle enfin, ouais, dans les salles de marché, on parle de régime de volatilité. C'est dans un régime de volatilité basse où tu rentres dans un marché avec un régime de volatilité haute. Donc, s'il y a des pics de volatilité, ça peut être des incidents de marché, comme le Covid par exemple, où là on a eu une pic de volatilité qui a duré pendant peut-être 2-3 mois parce qu'il y a eu une baisse pendant 2-3 mois, puis après le marché s'est repris, il y a eu une correction. Mais si tu reviens sur 2007-2008, là tu es sur un marché qui est en crise systémique pendant longtemps, puisque la crise commence des subprimes, ça doit être début 2007, juillet 2007, il me semble qu'on atteint un point de marché de mémoire, ça a vérifié. Et ensuite, tu as une descente jusqu'en mars 2009, quand là, c'est la Banque centrale américaine qui décide de mettre les taux à zéro et euh, on y va, on libère la liquidité. Donc, tu as un changement de contexte de marché. Mais pendant 2 ans et demi, tu travailles dans un contexte de volatilité haute. Donc, un contexte de volatilité haute, effectivement, vaut mieux être vendeur de volatilité, fondamentalement. Mais avec une stratégie sous-jacente de compréhension de ton risque. C'est pareil, parce que vendre de la volatilité, ça veut dire que tu dois t'appuyer sur un sous-jacent. Et si tu ne l'as pas, bah, ça veut dire qu'il faut que tu l'achètes pour le livrer une fois l'option arrivée à maturité. Donc il faut bien comprendre le contexte dans lequel tu travailles. Mais effectivement, tu ne travailles pas de la même manière quand tu es dans un environnement de marché à volatilité basse ou à volatilité haute. OK. Et fondamentalement, ce qui distingue la gestion d'un portefeuille dans le cadre d'une volatilité haute et d'une volatilité basse, alors tu as employé un terme et une utilisation qui est que dans un environnement de volatilité élevée, on va plutôt se positionner en tant que vendeur de volatilité et par contre, on va être plutôt acheteur, on va dire, de volatilité lorsque la volatilité est basse. Donc là, quand on est dans ces deux environnements, ben voilà, qu'est-ce qui fondamentalement change dans le cadre à la fois de la gestion du risque et puis également peut-être aussi dans le cadre de la gestion ben, des sous-jacents que tu vas plutôt avoir en portefeuille. Est-ce que du coup, en vendant de la volatilité, quand c'est élevé, ben, peut-être que tu vas utiliser beaucoup plus d'options que ce que tu utilises quand la volatilité est basse? Est-ce que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là? Alors, il y a quelque chose comme ça, mais c'est plus comment tu vas travailler ta volatilité qui va être importante. C'est vrai que la volatilité, c'est un peu ton assurance sur les marchés, en fait. C'est ce qu'on achète. Finalement, quand tu achètes une option ou tu vends une option, tu achètes ou tu vends une assurance d'un scénario. C'est ça que tu vends. Et donc, effectivement, quand la volatilité est élevée, ça veut dire quoi? Bah, ton assurance, elle est très chère. Donc, quelqu'un qui va acheter des protections à ce moment-là, bah, il va les payer très cher parce que la volatilité implicite de l'option, elle est extrêmement élevée puisque la volatilité historique du marché, elle est élevée. Parce que la volatilité implicite est toujours supérieure à la volatilité historique du marché. Donc, effectivement, là, il y a beaucoup à gagner à vendre de la prime. Mais
faut comprendre dans quel scénario on va être. Puisqu'un scénario de volatilité élevée, effectivement, ça implique probablement une crise de marché et une baisse de la valorisation des actifs. Donc, être vendeur de put dans une volatilité élevée, c'est tu es dans la tendance de marché et tu vends un actif qui, lui, fonctionne à l'inverse de la tendance de marché. Donc, tu prends un risque. Ce qui serait peut-être plus intéressant, tu vois, c'est de travailler dans un contexte de volatilité élevée, probablement de vendre du call. Parce que normalement, à contrario, c'est dès que ton marché va rebondir, la volatilité devrait s'effondrer, devrait baisser, et donc la valorisation de ton call aussi. Donc ça dépend en fait le contexte de marché, mais effectivement, la vente de la volatilité, c'est de la vente de primes. Et il y a des fois, dans un contexte de marché où justement tout semble ronronner parfaitement, acheter de l'assurance à ce moment-là, ça vaut pas cher. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que c'était il y a un gérant de fonds qui l'explique très bien, qui est dans ce film qui s'appelait The Big Short, où justement il y a, ils expliquent très très bien la crise financière aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe, et en fait, ils utilisent des produits dérivés qui ne sont pas des options, mais qui fonctionnent de la même manière qu'on appelle des swaps. Mais les swaps, les options, c'est plutôt utilisé sur les marchés des actifs, les swaps sur les marchés de taux. Et la particularité d'un swap, c'est qu'en plus, il peut être fabriqué d'une manière personnelle. Une option, c'est calibré. C'est-à-dire que c'est un outil réglementé, tout le monde a accès aux options sur le marché. Un swap, c'est un contrat 1-1-1 entre une banque, un intervenant de marché et un acteur. Et donc, par rapport au Big Short, en fait, à ce moment-là, quand il y a des gérants de fonds qui considèrent par l'analyse financière, qui voient qu'il commence à y avoir des taux de défaut et que dans la structure même du subprime, il y a cet effet cliquet qui va à un moment donné se déclencher avec une hausse des taux variables, puisque à cette époque-là, donc les emprunts immobiliers étaient adossés à du taux variable, et la Banque centrale, suite à la crise de 2001, était sur des taux extrêmement bas, et qu'elle avait commencé à remonter les taux, et que les effets de cliquet se produisaient en général 2 à 3 ans après les hausses de taux de la Banque centrale, dans les contrats de subprime. Or, bon, alors c'est vrai que donc il faut regarder le film. Et bref, donc à cette époque-là, le marché immobilier est tout va bien, tout se déploie, tout le monde peut acheter, et ainsi de suite. L'argent est pas cher. Et donc, ils voient des défaillances dans le marché apparaître, personne ne les voit, et donc ils font des swaps. Donc, comme personne ne voit, ils disent c'est un marché qui n'a jamais eu de problème depuis des dizaines d'années aux États-Unis. Du coup, la prime d'assurance de ce marché-là, elle est extrêmement faible. Donc, tu as des gérants qui vont acheter énormément de protection contre le marché immobilier à des prix extrêmement bas parce que, justement, la prime d'assurance est pas chère. Donc, quand tu es dans un environnement haussier, généralement, et donc là, tu as un trend très clair de hausse que tu peux suivre avec différentes analyses techniques, hein, mais l'analyse technique va refléter le niveau de volatilité. Du coup, effectivement, acheter des primes d'assurance, ça vaut le coup. De mettre en place des scénarios de primes d'assurance. Ou alors des scénarios, comme on disait, d'atteinte de vente de call à un certain prix parce qu'on est prêt à ce moment-là à se dire que le marché, on est prêt à l'acheter à ce prix-là. Donc il y a plein de choses à faire différentes dans un environnement. Et quand tu es dans un environnement de volatilité haute, là, tu vas travailler différemment ton marché, puisqu'effectivement, tu sais que ton marché est tendance plutôt baissière, fondamentalement. C'est ça ce que ça veut dire, hein, la volatilité haute. Ou alors, il est à l'horizontale avec énormément d'à-coups, mais fondamentalement, c'est plutôt un marché baissier. Là, tu vas pas utiliser tu vas pas travailler de la même manière tes options. Et tu vas pas mettre en place les mêmes stratégies non plus. Même si, effectivement, l'idée toujours, tu es un assureur. Quand tu achètes de la volatilité, tu veux te protéger contre un risque. Donc, tu payes une assurance. Et quand tu es vendeur de volatilité, tu vends une assurance. Donc, à moyen terme, c'est toujours idéal de vendre de l'assurance, parce que tu gagnes mieux par rapport à la plupart du temps. Et surtout, comme tu l'expliques très bien dans tes outils, si tu as une loi normale, statistiquement, vaut mieux être vendeur d'assurance. C'est ce que fait une assurance d'ailleurs. Elle fait de la statistique. Une assurance, elle se dit, par exemple, typiquement le marché automobile, quand vous avez un assureur, lui, il se dit, j'ai mon parc automobile d'assurés, en moyenne, j'ai tant d'accidents de voiture, tant d'un, donc devrait me coûter tant à rembourser cette année. J'ai tant de clients, voici la prime d'assurance qui devrait couvrir les coûts de cette année, statistiquement. Je mets une marge dessus pour prendre ma marge de fonctionnement, et ensuite, l'année se passe. Et puis ensuite, effectivement, si l'année s'est moins bien passée ou plus bien passée, ou mieux passée,
bah, tu as le droit ensuite, sur ton assurance personnelle, une hausse de la prime d'assurance ou pas, en fonction du contexte dans lequel a évolué le taux D'accord. d'accidentalité. Bah, c'est exactement pareil pour les options sur le marché. C'est plus tu as d'accidents, plus ta prime va augmenter, moins tu as d'accidents, plus la prime est basse. Et donc, c'est toujours important quand on travaille, comme tu le dis très bien, quand on travaille les options, il faut comprendre quel scénario on a vis-à-vis du marché et qu'est-ce que l'on veut faire. Ok. Alors, au travers de ce que tu nous as expliqué tout au long de cette interview, on a bien compris que la gestion du risque, en fait, elle se fait à la base. C'est-à-dire aussi de la construction du portefeuille, de ce qu'on va y mettre dedans, de comment on va le gérer, etc., qui est le fondement de la gestion du risque. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des accidents de marché qui font qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut mal se passer. Alors, c'est pas nécessairement sur le marché, ça peut être sur une valeur en particulier. Tout à Voilà. fait. Et sur une valeur en particulier, ben voilà, si finalement le scénario auquel tu te prédisposais compte tenu des éléments qui étaient les éléments que tu avais et qui à un moment donné le scénario vient à mal tourner, ben qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu essayais de gérer? Est-ce que tu coupais? Voilà, qu'est-ce que tu étais amené à faire pour justement essayer de gérer au mieux cette situation, cette anomalie, on va dire entre guillemets, cette surprise du marché, voire d'une valeur en particulier dans ton portefeuille? Mm. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, effectivement, et dont tu parles aussi dans tes vidéos, c'est le rapport à l'émotion. Parce qu'effectivement, quand tu fais un investissement, mm, tu mets un peu d'émotion dedans. Tu peux pas, parce que tu as un scénario, tu as une conviction et tu penses que tu as raison. Et donc, le plus compliqué dans ce type de situation, c'est quand est-ce que tu te trompes et quand est-ce que tu peux reconnaître que tu te trompes. Quand, à titre individuel, d'où l'importance de la rigueur, le plus grand danger, c'est de s'enfoncer dans son erreur. Quand tu es dans une entreprise d'une société de gestion, l'avantage, c'est que tu travailles en équipe. Donc, tu as différents points de vue. Et donc, ça a tendance à vraiment, comment pourrait-on dire, te protéger contre les excès de confiance. Parce que le plus grand danger, c'est l'excès de confiance sur les marchés. Parce qu'on peut toujours se tromper, tout le monde se trompe. Toute personne qui a tradé sur les marchés s'est trompée. Il a fait des mauvais investissements, il a fait des mauvais choix. La question, c'est sur le long terme, est-ce qu'il a fait plus de bons choix que de mauvais? Est-ce qu'il a une rentabilité supérieure sur son investissement? Mais fondamentalement, imaginez que si tu investis sur les marchés et que tu ne vas pas te tromper, tu fais une grave erreur. Donc il faut être. Les marchés financiers apprennent à rester humbles. Et il y avait cet adage dans les sociétés de gestion, mais généralement sur toutes les tables de marché, hein, c'est mieux vaut avoir tort avec le marché que raison tout seul. Tu vois, tu peux avoir une analyse fondamentale qui te dit non, le marché a tort, le marché a tort, le marché a tort, il devrait baisser, mais il continue à monter. Eh bien, si tu es vendeur, ça va te coûter très très cher si tu n'acceptes pas de te tromper. Et donc, on disait souvent, mieux vaut se couper la main que se couper un bras. Donc, d'où le fait que quand tu te trompes, quand tu as quelque chose qui ne correspond pas à ton scénario, bah, c'est important de prendre du recul et de se dire, ah, qu'est-ce qui est en train de se passer que je n'ai pas vu et qui fait qu'aujourd'hui, l'investissement que j'ai fait me fait perdre de l'argent. D'où le Ok. fait, tu vois, on a beaucoup échangé, c'est effectivement quand tu décides d'investir pour ton compte propre, alors à ce moment-là, il faut avoir de la discipline, il faut avoir de la rigueur, et il faut un minimum suivre les marchés régulièrement, toutes les semaines, un minimum de ce qui se passe pour investir correctement sur les marchés. Ok. Euh, pour en revenir donc à ce qui, entre guillemets, conditionnait tes achats sur les titres sur lesquels tu te positionnais, donc on a bien compris que, bon, il y avait dans un premier temps des soucis de diversification, de gestion du risque, enfin, etc. Donc tu nous as parlé d'analyse fondamentale sur des valeurs où tu te disais, ben, tiens, voilà, le votant, et je pense qu'en termes de valorisation, le votant, donc il y a ben, quelque chose que je peux exploiter sur cette valeur et sur le marché, donc de me dire, tiens, j'achète quelque chose à 40 qui, selon tous les critères que j'ai entre les mains, me permet de penser que le vaut 50, donc il y a quelque chose à faire dessus. Donc ça, c'est du fondamental. Est-ce que tu utilisais également de l'analyse technique, des indicateurs techniques, des statistiques, des backtests? Est-ce que tu utilisais ce genre d'outils également dans le cadre de tes prises de décision? Alors, je n'utilisais pas d'analyse technique de backtesting directement dans notre prise de décision, dans la façon de fonctionner. Parce qu'effectivement, comme tu le rappelles si bien, nous, c'était d'abord le fondamental. Donc, c'était comprendre un scénario à 3 à 5 ans de ce qui pouvait se passer sur une entreprise. Et que ça soit du côté capital, donc à travers les actions, ou du côté dette, avec les obligations. Est-ce que l'entreprise allait rembourser sa dette ou pas du tout? Et donc, à quel rendement on était prêt à estimer à prendre de la dette de cette entreprise?
Là, c'est- le scénario dont tu parles, c'est un peu différent. Euh, je vais faire deux choses. Donc, effectivement, et concernant le backtest. Alors, le backtest, nous, on ne faisait pas de backtest sur les marchés, c'est-à-dire on ne répondait pas à une normale ou à des statistiques. En revanche, on avait des analystes qui venaient nous voir pour nous présenter l'environnement par rapport à des backtests. Parce qu'effectivement, sur les marchés, il n'y a pas une façon de rentabiliser son capital, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de façons d'approcher les marchés parce que justement, c'est tellement vaste que du coup, tu peux avoir une approche totalement statistique des marchés. Ce qui est valable aussi, c'est une façon d'investir. Donc, nous, ce n'était pas le cœur de la façon de fonctionner de la société de gestion. En revanche, on avait des gens qui venaient uniquement parce que leur approche, c'était celle-là. Donc, on l'avait plus dans un contexte macroéconomique avec justement comprendre ce qu'il pouvait y avoir comme divergence d'un point de vue statistique et de valorisation dans un secteur, par exemple. Est-ce que historiquement, un secteur a été sous-coté par rapport à son historique? Et à l'intérieur du secteur, comment était le spectre de toutes les valeurs et quelle était la distance de cotation, par exemple, entre celle qui était la valorisée la plus élevée et celle qui était valorisée la plus basse? Est-ce que il y a une anomalie d'écart, par exemple, ou alors ça a été très serré, donc qui supposait qu'à un moment donné, il y allait avoir un ajustement dans le secteur. Donc tu as plein de façons de travailler la statistique. Mais nous, ce n'était pas le cœur du portefeuille. Néanmoins, on avait accès. Ok. Donc le backtesting, il faut savoir que oui, ça existe et ça peut être une technique de gestion. Et ça peut faciliter beaucoup de choses parce que justement, l'avantage du backtesting et donc d'un cadre statistique, c'est que fondamentalement, tu n'as pas besoin d'analyse fondamentale aussi poussée, puisque c'est de la statistique. Là, le métier par rapport à ce que je faisais, moi, ça demandait beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que tu fais beaucoup d'analyse fondamentale. Donc, tu as besoin d'intégrer un environnement économique, un environnement sectoriel et de comprendre ensuite une entreprise. Donc, ça demande du temps. Et ensuite, Ouais, l'analyse technique. Alors, l'analyse technique, c'est un outil qui condense des données fondamentales à travers un graphique. Donc, ça te fait gagner beaucoup de temps quand tu n'as pas accès. Aujourd'hui, et n'ayant plus accès à la même source d'informations que lorsque je travaille dans une société de gestion, eh bien, c'est sûr que l'analyse technique devient un remplaçant naturel de l'accès à des analystes financiers, à des analystes macroéconomiques, et ainsi de suite. Même si aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses en source ouverte sur le net, même des sociétés de gestion qui publient beaucoup de scénarios d'environnement économique. En revanche, trouver de l'analyse financière, parce que bon, c'est quand même un cœur de. Ça demande beaucoup de technicité et d'analyse, et donc c'est tout un travail intellectuel derrière, à haute valeur ajoutée. Donc c'est sûr que cette information-là, elle est plus facilement et plus difficile d'y avoir accès sans payer quelque chose. Donc du coup, l'analyse technique, elle, l'avantage, c'est qu'elle est facilement accessible, elle est gratuite, et elle te donne quand même des informations sur le marché, même si tu ne comprends pas pourquoi. L'avantage de l'analyse financière, c'est qu'elle t'explique pourquoi. L'analyse technique, elle ne t'explique pas pourquoi. Mais tu peux quand même travailler avec l'analyse technique pour comprendre un environnement de marché, tendance haussière, tendance baissière, tout simplement, par exemple. Est-ce ok. qu'on est sur un excès avec des outils comme le RSI, par exemple? Est-ce qu'on est sur un excès de mouvement, à la hausse, à la baisse, sur une valeur, sur un marché? Donc, l'analyse technique apporte du comportemental dans un environnement en complément d'une analyse fondamentale, par exemple. Ok. Bon, en fait, tu as un petit peu anticipé la question que j'allais te poser après, à savoir que, ben voilà, on a parlé du cadre professionnel dans lequel tu as évolué et qui t'a amené à prendre des décisions en fonction d'un certain nombre de choix. Aujourd'hui, ben, tu n'es plus dans ce cadre professionnel. Alors, certes, tu as beaucoup d'activités professionnelles qui t'empêchent justement de pouvoir intervenir sur les marchés, mais en tout cas, si tu avais d'intervenir sur les marchés, évidemment, les outils que tu avais la possibilité d'utiliser quand tu étais à la banque et les outils dont tu disposes aujourd'hui ne sont évidemment pas les mêmes. Et la question que je voulais justement te poser, c'était justement, d'une part, quelles étaient voilà, la différence fondamentale entre ces deux outils. Donc, a priori, ben, tu viens de le dire, hein, c'est-à-dire l'accès à une information qui est disponible pour des professionnels et qui ne l'est pas nécessairement pour des particuliers, à moins de payer des abonnements relativement élevés auprès de sociétés qui sont en mesure de fournir ce type d'informations. Et je voulais savoir si justement, du coup, parce que
En tout cas, ça, c'est ma compréhension des choses, c'est de me dire que ben, voilà, à partir du moment où on fait effectivement du long terme, comme c'était ton cas, sur du 1 an, 5 ans, 10 ans, etc., ben, forcément, on est beaucoup plus enclin à regarder les données fondamentales macroéconomiques, alors que quand on fait du trading qui est plus court terme sur une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, bon, là, on va beaucoup plus trader la volatilité et on va beaucoup plus trader le bruit du marché en réalité que véritablement les fondements du marché. Donc, du coup, forcément, ben, l'analyse fondamentale et macro, elle a un sens dans la mesure où trend is your friend, donc il vaut mieux trader la tendance profonde du marché, mais ça, on peut le voir, comme tu viens de le dire, sur de l'analyse technique. Donc du coup, ben voilà, ma question, elle allait être, mais tu y as en partie répondu, est-ce que tu utilises justement des outils et autres que ceux que tu utilisais quand tu étais en banque, et quels étaient les outils que tu utilisais, et en l'occurrence, les statistiques peut-être, hein, du coup, puisque du coup, le fondamental est un petit peu moins, on va dire, important que ce qui pouvait l'être dans le cadre de la gestion que tu avais en tant que professionnel. Et voilà. Donc, du coup, ben, quels sont les outils que tu utilises? Est-ce que tu utilises peut-être plus l'analyse technique aujourd'hui que ce que peut-être tu l'utilisais avant, quoi? Aujourd'hui, effectivement, j'utilise beaucoup plus l'analyse technique que, que par avant, en fait. Ok. Donc, ça, c'est vrai. Et donc, très simplement, pour comprendre l'environnement et la tendance de fond, par exemple. Est-ce que je suis dans une tendance de marché haussière ou baissière? Et ça, généralement, si on croise, parce qu'effectivement, sur les marchés financiers, tout est interdépendant. C'est la grande richesse des marchés. C'est qu'on comprend tout interdépendant. C'est juste la façon dont on regarde et on pose notre regard sur les marchés financiers. Donc, l'analyse technique, dans un marché haussier, donc, je ne sais pas, tu prends ta moyenne de 100 jours, une moyenne 100 jours, une moyenne 50. Euh, la 50, la courte est au-dessus de la médium et la médium est au-dessus de la longue. Fondamentalement, tu as l'air d'être dans un marché haussier de manière solide. Et ce qui doit refléter ça, c'est que tu dois être sur un régime de volatilité basse. Et donc, la tendance de marché, tu vas avoir cette corrélation avec la volatilité. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, l'analyse technique te montre tout de suite là où tu en es. La volatilité ne te montre pas où tu es et ce qui se passe, fondamentalement. Elle reflète juste un autre aspect du marché, qui est le marché rentre en stress ou il ne rentre pas en stress. Ok. Bon, là, j'imagine que ton approche des marchés, est-ce que par rapport à ce que tu avais avant, est-ce qu'elle est plus court-termiste que ce qu'elle était avant ou pas? Ah Ou oui, est-ce que tu as... il y a il y a différents aspects. D'abord, il y a quand on a un peu d'épargne de côté, tu vois, c'est bien d'avoir de l'épargne diversifiée. Et quand on utilise des produits structurés, ça veut dire qu'avant, on a une autre épargne qui est un peu plus sécurisée quand même. Parce que quand on utilise les produits structurés, les options ou des produits dérivés, les futurs, les options, naturellement, l'impact sur le capital peut être très fort si tu te trompes. Donc, il ne faut pas utiliser tout son capital, hein. Tu vois, il faut que ça soit à la marge et en conscience et en connaissance. C'est important la connaissance. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai une connaissance plutôt approfondie des marchés financiers, donc je suis à l'aise pour travailler avec des produits dérivés et avoir une partie de mon épargne sur ces outils-là. Néanmoins, ce n'est absolument pas tout mon épargne. Tu vois, c'est une petite partie de mon épargne. Et c'est celle-là où je considère que j'ai le plus de valeur ajoutée à apporter parce qu'effectivement, je peux avoir un rendement supérieur à ce que peut proposer aujourd'hui un outil bancaire ou une banque. Ok. Euh, Bon, je suppose également que ta gestion du risque, même si le niveau de portefeuille est pas le même, tu as en tout cas une manière identique de le gérer. Alors, tu vas peut-être pas utiliser les mêmes produits et tu vas pas utiliser la même quantité, ça va de soi. Mais par contre, je dirais ta sensibilité à l'égard de la volatilité et donc du risque reste la même parce que c'est d'une certaine manière ce qui guide tes choix dans ton trading. Voilà, exactement. Alors moi, je suis plutôt on va dire un follower dans ma façon de penser. Parce que ta façon d'investir est aussi liée à ta façon de penser. Et donc, je suis un trend follower parce que je trouve ça plus simple. Donc, si le marché est haussier, bah, je vais avoir plutôt un delta sensible à la hausse du marché. En revanche, s'il est baissier, je vais plutôt créer un portefeuille avec un delta à la baisse. Tu vois, donc, suivre le trend du marché. Ça, c'est toujours. Et ensuite, en fonction de ça, effectivement, adapter des scénarios qui peuvent être au cas par cas. Et que l'avantage de ton outil, c'est que quand même, on a une vision sur tous les scénarios possibles. Donc, tu peux tout créer, en fait, en fonction de ta créativité. C'est l'avantage. Si tu as une compréhension de comment fonctionnent les options, comment fonctionne la combinaison d'options, parce que
il n'y a pas que ça, il y a l'option simple, mais il y a la combinaison d'options dont tu parlais tout à l'heure, toutes les différentes stratégies. Bah, tu peux créer beaucoup de scénarios tout en contrôlant très très bien ton risque. Et tu peux même estimer voilà, quelle est la perte que je peux subir si je suis en scénario négatif et quel est le gain que je peux estimer. C'est-à-dire que ce couple rendement-risque, qu'on utilise plus dans le trading que sur l'investissement long terme. Même si effectivement, de toute façon, dans un investissement long terme, tu vas toujours avoir ce couple rendement-risque d'une certaine manière, mais par une approche fondamentale, elle est plus courte quand tu travailles à partir d'analyse technique, puisque tu vas avoir un objectif de marché lié à des objectifs techniques et un risque de marché qui doit être lié aussi à des objectifs techniques. Et donc, tu dois pouvoir contrôler ton risque en te disant, voilà, le scénario s'inverse, j'ai mis un stop, je coupe, c'est fini. Quitte à toi après à analyser pourquoi je me suis trompé. Qu'est-ce qui a fait que mon scénario ne s'est pas réalisé? Ok. Donc on arrive à la fin de cette interview et donc ben, on va rapidement faire la transition qu'on a malgré tout un petit peu faite, à savoir qu'on est passé du cadre professionnel au cadre particulier, mais malgré tout tu as un background donc de professionnel. Quel serait, je dirais, le conseil que tu donnerais à des traders particuliers comme moi ou comme toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les conseils que tu leur donnerais et ce à quoi ils doivent véritablement s'atteler et sur lesquels ils doivent focaliser, je dirais, leur attention et, euh, euh, et, et leur éducation pour avoir une approche la plus pertinente et efficace possible des marchés financiers. Bah, disons que la première chose qui viendra à l'esprit, hein, et ça c'est mon réflexe professionnel, ça veut dire tu dois comprendre, tu dois avoir une allocation de ton patrimoine qui doit être pertinente. Donc, tu ne viens pas travailler sur les options si tu n'as pas créé un minimum de patrimoine avant et si ce n'était pas sur une partie de ton patrimoine que tu as dédié et que tu es prêt à perdre. Donc ça, c'est important que les gens comprennent que si tu viens sur les options, c'est parce que déjà, tu as un petit peu de culture économique, ça c'est quand même beaucoup mieux, et que tu sais que tu vas utiliser un outil avec effet de levier, et que du coup, l'effet de levier, il peut être dans un sens, c'est-à-dire t'apporter énormément de rendement supplémentaire, mais en même temps, si tu te trompes dans tes scénarios, il peut t'amener beaucoup de destruction de capital. Donc du coup, il faut comprendre ce que l'on fait. Je crois que c'est le cœur de tout investisseur, c'est comprendre ce qu'il fait, comprendre quels outils il utilise et dans quel contexte il les utilise. Donc, s'éduquer, être accompagné par des gens qui savent. Euh, je pense que sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Toi, tu fais des vidéos très pédagogiques, justement, pour expliquer. Donc, pour toutes les personnes qui viendraient venir sur les options, avant de venir sur les options, c'est bien d'avoir un background sur l'investissement, simplement sur des actions. C'est pourquoi j'achète du Renault, pourquoi j'achète du LVMH, pourquoi j'achète du Stellantis ou du BNP. Comprendre pourquoi je suis capable d'investir, qu'est-ce que c'est que la bourse, un minimum, et comprendre qu'en fait, une option a besoin d'un sous-jacent. Donc, si on ne comprend pas ce que fait un sous-jacent, comprendre l'option, ça peut être très abstrait et ça peut être dangereux quand justement, on n'y connaît rien. Et surtout, éviter le rêve de croire que c'est facile, que voilà, parce que c'est un effet de levier, je vais gagner beaucoup d'argent. Non, c'est pas parce que j'ai un effet de levier que je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais gagner de l'argent, je vais augmenter ma rentabilité parce que j'ai une méthode, je comprends ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Et je suis rigoureux, j'ai une discipline et je revisite régulièrement mes investissements pour comprendre ce qui se passe. Oui, donc on comprend bien qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et c'est pas en venant rapidement à la bourse que dans un mois, 6 mois, un an, on va effectivement devenir des traders rentables et devenir millionnaires. Ça, c'est sûr. Donc, nécessairement, ça s'inscrit dans le temps. Ouais. Exactement. Et si, par contre, si tu peux pas t'inscrire dans le temps, bah, à ce moment-là, c'est vrai que c'est à ça que servent une banque ou des sociétés d'investissement, c'est que bah, tu leur délègues ton argent parce que toi, tu veux pas le faire. Mais à partir du moment où tu décides de le faire, bah, ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de réussir. Tout à Il faut fait. se donner du temps, il faut se donner de la connaissance pour pouvoir. Et puis, idéalement, c'est vrai que être accompagné ou travailler ou être en contact avec des gens qui le font, bah, c'est une protection. Parce que ça permet l'échange d'idées, ça évite, tu vois, l'excès de confiance dont on parlait tout à l'heure dans la gestion du risque. Quand tu travailles en équipe, mine de rien, bah, ça limite, ça te protège contre l'excès de confiance. Ou, non, j'ai raison, le marché a tort, et là, tu continues. Parce que là, il n'y a rien de tel pour détruire la performance de ton portefeuille que de t'enfermer dans j'ai raison et le marché a tort. Ah, tout à fait. Tout à fait. Eh ben, Sébastien, à nouveau, ben, super merci donc pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous.
Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, même si ça fait quand même déjà quelques années maintenant que je suis sur les marchés, mais on en apprend toujours. Et c'est toujours super enrichissant, voilà, justement, d'avoir l'occasion de rencontrer des personnes comme toi qui ont justement ce background professionnel que je n'ai pas et que je n'ai pas eu. Donc, du coup, ben, effectivement, j'ai appris beaucoup. J'espère évidemment que toutes les personnes qui ont suivi l'interview et qui le suivront, ben, apprendront également beaucoup de choses et que ben, ça leur permettra de devenir rentables sur les marchés. En tout cas, de mettre un maximum de chances de leur côté pour atteindre cet objectif de rentabilité sur les marchés et donc de pouvoir créer, en tout cas je vous l'espère, un revenu qui vous permettra bien sûr d'avoir la meilleure des retraites. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, j'espère qu'elle vous aura appris beaucoup de choses, comme à moi, elle m'en a appris. Et j'espère bien sûr que vous aurez la possibilité de les mettre à profit et donc de bénéficier et de profiter des conseils que Sébastien nous a donnés. Alors, la grande nouvelle est également qu'il a accepté l'idée de répondre à un certain nombre de questions. Donc, si vous avez des questions et des clarifications que vous souhaitez avoir, que ce soit sur le sujet que nous venons de voir ou sur d'autres sujets évidemment qui concernent le trading, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je les lui transmettrai et on fera à nouveau une interview de Sébastien auquel vous pourrez peut-être participer. On va voir comment on va l'organiser, on ne s'est pas encore entendu sur ce point-là. Mais en tout cas, si vous me posez toutes les questions que vous souhaitez pouvoir lui poser, en tout cas, il a accepté l'idée que je puisse prendre la liste de ces questions, les lui soumettre et il nous y répondra dans le cadre d'une interview que j'organiserai à nouveau. Donc évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide au référencement, à cliquer sur la petite cloche de notification si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous remercie à nouveau donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt.